Bonjour à tous. Nous allons aujourd'hui commencer le chapitre 2 d'immunologie sur l'immunité adaptative qui est en fait le prolongement du chapitre précédent de l'immunité innée. Le premier document, vous devez le reconnaître, on vous l'a déjà présenté. Donc il s'agit de montrer que l'immunité innée, celle du premier chapitre, se retrouve chez tous les êtres vivants, que ce soit les êtres vivants invertébrés que vertébrés. L'immunité adaptative, donc celle que l'on va voir aujourd'hui, ne concerne que les vertébrés. Et donc, elle est apparue il y a à peu près 450 millions d'années. Elle s'ajoute à l'immunité innée. L'immunité innée étant indispensable, on en reparlera, vous l'avez déjà vu, mais on en reparlera. Et elle va assurer une action beaucoup plus spécifique contre des molécules ou des parties de molécules. En première partie, nous allons voir la réponse immunitaire adaptative face à une infection virale. Et le virus qui est pris en exemple dans le programme, c'est le virus de la grippe. Comme vous le savez, tous les ans en France, nous avons une épidémie de grippe qui concerne jusqu'à 2 à 3 millions de personnes selon les années. On vous a mis en lien une petite vidéo qui vous explique le cycle du virus. Ce virus, vous l'avez également dans votre livre, page 298. Donc, il possède effectivement une membrane et une capside donc, qui enveloppe ce virus. Et on voit que sur cette partie donc, du virus extérieur se trouvent des protéines particulières que l'on appelle l'hémagglutinine et la neuraminidase. Lorsque le virus rentre dans l'organisme, eh bien, le mucus des voies respiratoires va être dissous grâce à la neuraminidase et ainsi le virus va pouvoir se fixer sur les cellules de l'arbre respiratoire grâce à l'hémagglutinine, donc aux protéines de surface. Lorsque le virus est fixé, eh bien, il va rentrer dans la cellule, vous l'avez vu dans le film, par endocytose, c'est-à-dire que la membrane ici de la cellule va se déformer pour inclure ensuite le virus dans des petites vacuoles. Ce virus, dans sa vacuole, va ensuite être transporté jusqu'au niveau donc, du noyau, où l'ARN viral sera injecté. Effectivement, le virus de la grippe est un virus à ARN. Puis, une fois dans le noyau, eh bien, il y aura donc synthèse d'ARN messager à partir de l'ARN viral qui pourront ressortir du noyau pour la synthèse protéique du virus. Donc, toutes les protéines du virus seront fabriquées. Et puis, on aura également une transcription particulière à partir d'un ARN viral. Il y aura donc synthèse d'ARN complémentaire à l'ARN viral qui pourra à nouveau donner de l'ARN viral. Ensuite, dans le cytoplasme, l'ARN viral plus les protéines virales vont se rassocier pour bourgeonner de nouveaux virus. Ces nouveaux virus pourront infecter de très nombreuses nouvelles cellules. Et c'est ainsi que la propagation du virus s'effectue dans l'organisme. Voyons maintenant comment l'organisme va répondre à cette infection. La réponse à l'infection peut être de deux sortes. En première partie, en grand A, nous verrons la réaction adaptative humorale avec l'intervention des lymphocytes B. Et en grand B, nous verrons plus tard l'intervention d'autres lymphocytes et lymphocytes T. Alors déjà, je vous présente donc un document où on vous montre la production d'anticorps lors d'une infection. Les anticorps, ce sont des protéines circulantes, on le verra dans quelques instants. Alors, quand on regarde le graphique, vous avez ici le temps après l'infection en jours, donc temps après l'infection grippale, au virus de la grippe. Vous avez donc en rouge la courbe concentration du virus dans le sérum. On voit que, effectivement, quand le virus rentre dans l'organisme, très rapidement, en l'espace d'1 à 2 jours, on atteint le taux maximum de virus dans l'organisme. Puis après, ce taux se stabilise.
et il diminuera progressivement à partir du 3e, 4e jour pour ensuite disparaître complètement le 10e jour. D'autre part, on voit également la concentration en anticorps dans le sérum. On voit que ces anticorps n'apparaissent dans le sérum qu'à partir du 3e, plutôt même 4e jour. Donc pendant 4 jours, il n'y a pas encore d'anticorps dans l'organisme. Et puis on voit également les symptômes de la réaction inflammatoire qui, eux, apparaissent extrêmement vite dès le premier jour, où on a donc une réaction inflammatoire très importante, parallèlement donc à l'augmentation du nombre de virus dans l'organisme. Or, comme vous l'avez vu précédemment, la réaction inflammatoire se traduit par rougeur, chaleur, douleur, gonflement, fièvre, etc. Et donc c'est la raison pour laquelle on trouve au niveau de la muqueuse nasale et de la gorge ces symptômes de rougeur, de chaleur, de douleur. Et ce qui explique que lorsque l'on est infecté par la grippe, très très rapidement, dès la première journée, on a donc ces sensations désagréables. Cependant, pourquoi faut-il attendre si longtemps avant d'avoir des anticorps? Vous le comprendrez très vite dans la suite du cours. Document 2, page 299. On vous présente ici une électrophorèse d'un sérum de lapin infecté. Autrement dit, on fait migrer dans un champ électrique les protéines du sang d'un lapin. Donc d'un lapin infecté en haut et d'un lapin non infecté en bas. Et on peut ainsi identifier les protéines que l'on trouve dans le sérum de ces deux lapins. On s'aperçoit que dans le sérum de lapin infecté, on a davantage de globulines, alpha, bêta, gamma. Or, ces globulines font partie de la grande famille des immunoglobulines. Et les immunoglobulines sont tout simplement ce qu'on appelle plus simplement les anticorps. Autrement dit, ce document prouve que lorsque l'on a une infection, on a multiplication du nombre d'anticorps. On vous a mis en rouge une phrase donc très importante, anticorps égale immunoglobuline. Autrement dit, dans un sujet de bac, si on vous demande de parler des immunoglobulines, vous devez aussitôt comprendre que l'on vous demande d'expliquer tout ce que vous savez au sujet des anticorps. Alors effectivement, les anticorps sont des immunoglobulines très variables, très spécifiques, que l'on va maintenant étudier. Alors ici, vous avez donc un dessin d'anticorps. Structure d'un anticorps. Donc ce schéma, vous devez à tout prix savoir le refaire. Effectivement, entraînez-vous à le refaire. Il peut vous être demandé dans un devoir de restitution de connaissances. Un anticorps, c'est une molécule formée de 4 chaînes protéiques identiques 2 à 2. Alors, vous avez 2 chaînes légères, appelées également L pour light, et 2 chaînes lourdes, H pour heavy en anglais. Et puis, donc au total, 2 chaînes légères plus 2 chaînes lourdes, ça fait bien 4 chaînes. Ces chaînes sont identiques 2 à 2. Donc les 2 chaînes légères sont identiques, les 2 chaînes lourdes sont identiques. Et chaque chaîne, légère ou lourde, possède une partie variable, ici, et une partie constante. D'autre part, comme les chaînes sont identiques 2 à 2, vous comprenez que la partie variable ici est rigoureusement identique à la partie variable ici. Et chaque partie variable sera capable de se fixer à un antigène précis, donc une molécule d'un élément étranger très spécifique, donc très précis. De l'autre côté de l'anticorps, donc à la base de l'anticorps, on a un site de fixation à une autre cellule, lymphocyte B ou macrophage, donc ça on comprendra plus tard dans le cours. Donc les anticorps peuvent être soit circulants dans le plasma, soit peuvent se fixer sur ces cellules grâce à ce site particulier. Et les deux S ici représentent des ponts disulfures qui permettent
d'assembler les chaînes ensemble. Sur ce document, vous avez par exemple un anticorps anti-GP41, un anticorps anti-GP120. Ce sont des anticorps sécrétés lors d'une infection par le virus du sida. Simplement, vous remarquez que toute la zone qui a été fluorisée ici montre que les acides aminés entre ces deux anticorps sont quasiment tous différents. Alors que sur la fin de la chaîne ici, entre ces deux anticorps, on a beaucoup d'acides aminés en commun, ça correspond aux petits traits qui sont ici. Donc ça signifie simplement que toute cette partie-là, où l'on a des acides aminés très semblables, correspondent à la chaîne, la partie constante de la chaîne d'anticorps, et cette partie-là correspond à la partie variable. D'autre part, au sein des parties variables, certaines zones sont plus variables que d'autres. Par exemple, dans votre livre, à la page 301, on vous montre que l'on a ici, aussi bien pour les chaînes variables, les chaînes légères que pour les chaînes lourdes, des zones où la différence d'acides aminés entre anticorps est beaucoup plus importante. Ce sont des zones qu'on appelle hypervariables. Or, quand la chaîne d'anticorps se replie sur elle-même, se reploie sur elle-même, eh bien, les régions variables vont se rapprocher de telle sorte que cela créera un site de fixation très spécifique à une catégorie d'anticorps donnée et qui permettra donc la fixation d'un antigène viral, lui également très spécifique. Donc la spécificité des anticorps est due à leur partie variable et l'organisme est capable de produire une variété quasi infinie d'anticorps. Cela peut paraître surprenant, vous comprendrez plus tard.